Chers amis de la pensée, si vous croyez, comme moi, que la sagesse n'appartient pas seulement aux livres anciens, mais qu'elle peut éclairer notre époque, alors faites de sagesse intemporelle la grande chaîne de la philosophie appliquée. Abonnez-vous, devenez membre et rejoignez-moi sur Substack pour prolonger cette aventure de l'esprit. Ensemble, faisons renaître le goût de la réflexion vivante, une philosophie qui éclaire nos choix, nos vies et notre monde. Je compte sur vous. La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Dans un monde où même cette phrase devient subversive, où la vérité se plie au pouvoir, que reste-t-il de l'humain? 1984, ce n'est pas seulement un roman, c'est un miroir tendu à nos consciences, une alerte, une prophétie et peut-être une leçon oubliée. Écrit en 1949, on pourrait croire qu'il parle d'un futur lointain. Et pourtant, à chaque époque, il revient comme une ombre familière. Orwell y dépeint un monde où le langage devient une prison, où la pensée est surveillée, où la mémoire elle-même est effacée. Ce n'est pas qu'une dystopie politique, c'est une méditation sur la vérité, sur la peur et sur la fragilité de la liberté intérieure. Et c'est pour cela que ce livre nous parle encore, peut-être plus que jamais. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur du message d'Orwell. Pourquoi la domination la plus totale n'est pas celle qui emprisonne les corps, mais celle qui capture les esprits. Comment le langage devient un outil de pouvoir, et pourquoi défendre les mots, c'est défendre la liberté. Et surtout, que pouvons-nous apprendre aujourd'hui de Winston Smith, cet homme ordinaire qui tente de rester libre dans un monde où penser est un crime? Car si le véritable pouvoir n'était pas celui qui contraint, mais celui qui redéfinit le réel. Dans 1984, Orwell ne décrit pas seulement un régime totalitaire, il décrit une guerre invisible, une guerre contre la réalité elle-même. Quand le parti affirme que 2 et 2 font 5, il ne cherche pas à tromper. Il exige qu'on croie au mensonge. Il veut que la vérité ne soit plus un fait, mais un acte de loyauté. Et c'est là le cœur de la domination moderne, le moment où l'esprit renonce à juger, où la conscience abdique, où la réalité devient une affaire d'obéissance. Ce n'est pas seulement une fiction, c'est une métaphore de notre temps. Nous aussi, nous vivons au milieu d'images, de récits, d'algorithmes, qui modèlent le vrai et le faux selon nos désirs, nos peurs ou nos croyances. La bataille pour la vérité ne se joue plus dans les rues, mais dans nos esprits, dans cette mince frontière entre ce que nous voyons et ce que nous acceptons de croire. Orwell ne voulait pas prédire l'avenir. Il voulait nous rendre lucides, car quand la vérité devient relative, la liberté devient impossible. Alors, comment défendre le réel dans un monde qui se nourrit d'illusions? Comment rester libre quand la confusion devient la norme? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Quand George Orwell écrit 1984, il sort à peine d'une guerre mondiale. L'Europe est encore marquée par les ruines du fascisme et les illusions du stalinisme. Il a vu de ses yeux comment le mensonge peut devenir un système, comment des peuples entiers peuvent se soumettre à des récits qu'ils savent faux, simplement parce qu'ils n'osent plus penser autrement. Orwell n'est pas un philosophe de bibliothèque, c'est un homme du réel. Il a combattu en Espagne contre le totalitarisme, il a vu la propagande des 2 camps et il en est sorti avec une conviction. La vérité est la première victime du pouvoir. Dans 1984, il imagine une société où ce principe est poussé à son extrême. Un monde où tout est contrôlé, pas seulement les gestes, mais les pensées, pas seulement les mots, mais le sens même des mots. C'est le règne du double-think. Cette capacité à croire simultanément 2 idées contraires, à se convaincre que le mensonge est vrai, que la guerre c'est la paix, que la liberté c'est l'esclavage. Ce n'est plus la force brute qui gouverne, mais la désorientation mentale. Et c'est là que 1984 dépasse la politique. Orwell ne décrit pas seulement une tyrannie, il décrit une crise métaphysique, celle d'un être humain qui ne sait plus distinguer le réel de sa propre illusion. Cette confusion, il la pressentait déjà dans son époque. Les slogans creux, la langue des bureaucrates, les vérités officielles qu'on ne discute plus.
Mais il ne pouvait pas imaginer à quel point cette bataille pour le réel allait s'intensifier. Aujourd'hui, la guerre contre la réalité ne se mène plus à coups de fusil, mais à coups d'images, de récits et d'algorithmes. Chacun vit dans sa bulle de perception, persuadé de voir le monde tel qu'il est, alors qu'il ne fait souvent que contempler son reflet. Et c'est là tout l'enjeu de notre réflexion. Sommes-nous encore capables de reconnaître le réel, ou avons-nous appris à préférer nos illusions? C'est ici que commence la véritable question philosophique. Et dans un instant, nous verrons comment Orwell nous invite non pas à désespérer, mais à retrouver la clarté intérieure, celle qui permet de dire, envers et contre tout, que 2 et 2 font 4. Si le pouvoir absolu, ce n'était pas celui qui te prive de liberté, mais celui qui t'apprend à aimer ta prison, c'est toute la force d'Orwell. Il comprend que le pouvoir moderne ne cherche plus à dominer les corps. Il veut façonner la perception, écrire la réalité à ta place. Et pour lui résister, il ne suffit pas de s'indigner. Il faut retrouver une forme de lucidité, une hygiène de l'esprit. Tout commence par les mots. Dans 1984, le parti invente le novlangue, une langue appauvrie, taillée pour rendre certaines idées littéralement impensables. Si tu ne peux plus dire liberté, tu finiras par oublier ce qu'elle signifie. Orwell avait compris que le langage n'est pas neutre, il façonne le monde que nous voyons. Aujourd'hui encore, les mots changent de peau. On ne parle plus de mort, mais de dommages collatéraux. Plus de licenciements, mais de restructuration. Plus d'échecs, mais d'expérience. Les mots se polissent, s'adoucissent, se déforment. Et à mesure qu'ils perdent leur force, notre pensée s'endort. Socrate le disait déjà, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Résister, c'est donc d'abord nommer juste. Appeler un mensonge. Dire 2 et 2 font 4, même si tout le monde répète le contraire. Chaque mot vrai est un acte de liberté, chaque mot faux une abdication silencieuse. Mais il ne suffit pas de parler juste. Il faut aussi voir juste. Dans 1984, Winston comprend que la vérité ne disparaît pas d'un coup, elle s'effrite lentement sous le poids des récits, des images, des slogans. On commence par douter des faits, puis de la mémoire, puis du bon sens. Et un jour, on s'habitue à l'absurde. Hannah Arendt l'avait vu elle aussi. Le totalitarisme naît quand les hommes cessent de croire à la réalité commune. Quand plus rien n'est vrai, tout devient possible, surtout le pire. Aujourd'hui, la confusion ne nous est plus imposée d'en haut. Elle est produite par nos propres écrans, nos algorithmes, nos désirs. On ne nous force plus à croire, on nous distrait jusqu'à ne plus vouloir savoir. Résister à cette confusion, c'est refuser la paresse confortable de l'illusion. C'est oser regarder ce qui dérange, réapprendre à douter, à vérifier, à confronter nos croyances au réel. C'est le courage socratique, préférer une vérité douloureuse à une illusion rassurante. Mais la lucidité ne suffit pas si elle reste passive. Dans 1984, Winston découvre que la liberté n'est pas un droit qu'on lui accorde, c'est une fidélité à sa propre conscience. Être libre, ce n'est pas échapper à la surveillance, c'est refuser de trahir ce qu'on sait être vrai. Même seul, même en secret, même sans espoir de victoire. Camus l'avait compris, l'homme révolté, c'est celui qui dit non. Ce non peut être silencieux, invisible, minuscule, mais il sauve l'essentiel, la dignité de penser par soi-même. Aujourd'hui, défendre le réel, c'est ça, une posture intérieure. Ce n'est pas un combat idéologique, c'est une éthique personnelle. Refuser de confondre l'opinion avec la vérité, la visibilité avec la valeur, le bruit avec la pensée. Car la liberté ne commence pas dans les lois, mais dans l'esprit. Tant qu'un seul être humain, quelque part, peut encore dire non, tant qu'il peut affirmer 2 et 2 font 4, la guerre contre la réalité n'est pas perdue. Oui, le véritable pouvoir, c'est celui qui redéfinit le réel. Mais la véritable sagesse, c'est celle qui s'en souvient. La philosophie, en ce sens, n'est pas une fuite du monde, mais une résistance au mensonge. Elle ne promet pas le confort, mais la clarté. Et dans un temps où tout se brouille, penser juste devient un acte de courage. Penser devient un acte de résistance. En un monde où la réalité se brouille, la lucidité devient un acte de résistance. Voir les choses telles qu'elles sans filtre, sans peur, c'est déjà refuser la servitude intérieure. Orwell nous rappelle que la vérité n'est pas une arme, mais une fidélité à ce qui est,
même quand tout pousse à détourner le regard. Être lucide, ce n'est pas être froid ni désespéré. C'est aimer le monde assez pour le regarder en face. C'est dire non à l'illusion, non par haine, mais par exigence de clarté. Dans un temps saturé d'images et de récits, penser devient un acte de courage. Nommer juste, voir clair, agir selon sa conscience, voilà les 3 gestes simples qui protègent notre humanité. Tant qu'un seul esprit reste capable de dire 2 et 2 font 4, le réel n'a pas été vaincu. Et peut-être que la sagesse, la vraie, commence ici, dans cette fidélité tranquille à la vérité, dans cette lumière intérieure qui refuse de s'éteindre. Depuis toujours, les sociétés ont eu peur de perdre la vérité. Mais ce qui est nouveau, aujourd'hui, c'est que le réel ne disparaît plus sous la contrainte. Il se dissout dans la confusion. Nous vivons à une époque où chacun fabrique sa propre version du monde. Les images vont plus vite que les faits, les récits remplacent l'expérience, et la frontière entre le vrai et le faux devient floue, presque confortable. En 1949, Orwell avait déjà pressenti ce glissement. Il imaginait un monde où le pouvoir imposerait sa version du réel, et où les hommes finiraient par y croire sincèrement. Ce monde, c'était une fiction. Aujourd'hui, c'est un miroir. Nous n'avons plus besoin d'un ministère de la vérité. Ce sont nos écrans, nos émotions et nos certitudes qui écrivent la réalité à notre place. Alors la question est là, brûlante. Comment reconnaître ce qui est vrai quand tout en nous préfère le confortable au réel? Orwell pensait que le plus grand danger ne venait pas des tyrans, mais de la fatigue de penser. Et cette fatigue, nous la connaissons tous, ce moment où l'on cesse d'interroger, où l'on préfère croire plutôt que comprendre. C'est là que tout commence, au point exact où l'esprit se réveille. Parce que si le véritable pouvoir, aujourd'hui, est celui qui redéfinit le réel, alors la véritable liberté, elle, naît dans le regard de celui qui ose voir clair, même quand la lumière dérange. Et peut-être que la sagesse, au fond, c'est cela, la fidélité à ce qui est. Le courage de dire 2 et 2 font 4. Le refus tranquille de laisser le mensonge redessiner le monde. Dans le tumulte des récits, la lucidité n'est pas froide, elle est vivante. C'est une flamme fragile, et c'est à chacun de nous de la protéger.